Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 50e épisode de L'Aubry qui court. Et oui, on est déjà à 50 épisodes de tournée. Au menu aujourd'hui, je vous propose que d'abord on parle de la crise sociale qui fait rage partout en Europe et de la demande qu'on a portée cette semaine au Parlement européen de déclarer l'état d'urgence sociale. Ensuite, je vais vous parler de comment on répond financièrement à cette crise, tout simplement en allant chercher l'argent dans la poche des paradis fiscaux et des évadés fiscaux. Et donc, je vais vous parler de tout notre travail pour une liste européenne de paradis fiscaux qu'on a porté au Parlement européen. Et enfin, on va revenir sur la vague MeToo inceste qui secoue la France depuis la sortie du livre de Camille Kouchner. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour notre société. Voilà pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, générique. « 13 000 suppressions de postes chez Airbus, 10 000 chez IBM, 2300 chez Michelin, 2000 chez Sodexo, 1700 chez Sanofi, 1900 chez Accor. » La liste de plans sociaux semble interminable et j'aurais pu vous la faire d'ailleurs pendant de longues minutes, voire de longues heures, tellement il n'y a quasiment pas un jour où s'ajoute un nouveau plan social d'une grande entreprise, dont certaines d'ailleurs ont touché des aides de l'État, dont certaines ont versé des dividendes, c'est le cas de Michelin, c'est le cas aussi de Sanofi qui a versé 4 milliards d'euros de dividendes. On voit d'ailleurs où est la priorité de ces multinationales. Ça c'est pour les grandes entreprises et puis de l'autre on a aussi des PME qui mettent la clé sous la porte, criblés de dettes, et encore c'est sans que le couteau sous la gorge littéralement leur soit mis avec le remboursement des prêts qui sont garantis par l'État, dont la deadline a été fixée à 2022. Bref, on est dans une situation sociale explosive, alors qu'on était déjà dans une situation sociale difficile. En Europe, 20% avant la crise des Européens se trouvaient sous le seuil de pauvreté. On vient de franchir en cette fin d'année 2020 le seuil des 10 millions de pauvres en France. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté de 30% en France. Tout ce que ces chiffres révèlent, c'est déjà que des gens ont faim dans l'une des plus grandes puissances mondiales, mais aussi que la crise sanitaire se double en réalité d'une forme de tsunami social, d'une tsunami de crise sociale dont les conséquences probablement vont être de long terme, vont être structurantes et illustrent l'urgence sociale dans laquelle nous nous trouvons et l'urgence d'agir. Et s'il y a bien un public qui souffre de la précarité en ce moment, c'est la jeunesse, les jeunes étudiants, les jeunes en galère. Alors pour la petite anecdote, on a trouvé ce petit amphi dans la rue là à côté du bureau. Donc on est venu se mettre là. C'est marqué derrière ce qui nous manque et on peut finir la phrase. Je crois que pour les jeunes, ce qui nous manque, c'est ou pour les jeunes étudiants, ce qui leur manque, c'est la fac, les amphis, les relations sociales. Ce qui leur manque aussi pour beaucoup d'entre eux, c'est leur job étudiant, dont la plupart les ont perdus à cause de la crise. Et ce qui fait que près de 3/4 des étudiants en ce moment sont en difficulté financière. Quasiment la moitié d'entre eux ont des difficultés à s'alimenter, tout simplement à subvenir à leurs besoins essentiels. Et c'est sans parler de la terrible difficulté psychologique des étudiants. C'est vrai, quand je me souviens, quand j'étais en première ou deuxième année d'études, et si on m'avait dit que j'allais passer mon année enfermée, clairement c'est pas du tout la même expérience. Et quand vous êtes enfermé, qui plus est, dans un 9 mètres carrés, dans une toute petite chambre de cité U, et que vous faites tous vos cours en visio, moi j'enseigne et puis je vois clairement que mes étudiants sont au bout du rouleau quand j'arrive en tant que leur dernier cours de la journée, après qu'ils aient passé 10 heures derrière leur ordinateur. Bon, on ajoute à la détresse financière, la détresse matérielle, la détresse psychologique, et c'est une génération entière en réalité qu'on est en train de sacrifier avec la crise du Covid. Alors pour faire face à cette crise sociale avec notre groupe de la gauche au Parlement européen cette semaine en session plénière, on a fait une demande très claire, très forte, que notre Parlement européen décrète l'état d'urgence sociale comme on avait décrété l'état d'urgence climatique il y a un peu plus d'un an. Sans surprise, et encore, je trouve que leur refus est quasiment violent. La droite et les libéraux, le groupe dans lequel siège La République En Marche notamment, ont refusé cette déclaration, peut-être ou sans doute parce que le sort de ces millions de personnes à travers l'Union européenne leur importe que peu ou ne veulent pas en faire une priorité. Et pourtant, derrière cette dimension un peu symbolique de la déclaration d'état d'urgence sociale, il y a aussi une dimension politique avec des propositions concrètes. Il y a évidemment un volet qu'on pourrait avoir en France sur l'accès du RSA pour les moins de 25 ans, la hausse des minima sociaux, mais il y a aussi des demandes que l'on formule au Parlement européen, des demandes immédiates, l'augmentation du fonds d'aide
aux plus démunis, dont bénéficient notamment des associations qui font de la distribution alimentaire, et puis des demandes plus structurelles. On se bat pour un salaire minimum européen, on se bat aussi pour donner un statut aux travailleurs ubérisés. C'est un combat que mène notamment ma collègue Leïla, et on a vu avec cette crise, c'était un peu tout le paradoxe de cette image qui illustre la difficulté de cette crise où on a vu des livreurs, des Deliveroo, Uber qui distribuent des repas partout en France et qui n'ont même pas les moyens de s'alimenter et qu'on a retrouvé faire la queue notamment au Resto du Cœur. Et puis dans les mesures aussi, les combats, c'est se redonner des marges de manœuvre financières et c'est pour ça qu'on se bat pour l'annulation de la dette ou contre les mesures d'austérité. Voilà tout ce qu'on a porté, voilà ce que la droite n'a pas voulu entendre au Parlement européen, mais ça on va continuer à se battre dans la rue, notamment dans les mobilisations sociales qui se profilent dans les prochaines semaines aux côtés des jeunes et aux côtés de ceux qui se battent pour leur emploi. Pour financer la réponse à la crise sociale, on nous dit souvent que les caisses sont vides, que les États n'ont pas les moyens. Moi à chaque fois j'ai envie de leur répondre, mais il y a un moyen, c'est d'aller chercher de l'argent qui est perdu dans les paradis fiscaux, dans la poche des évadés fiscaux. Et vous savez, avant d'être élu au Parlement européen, je vous avais fait une promesse, c'est de continuer à mener ce combat contre les paradis fiscaux et contre les évadés fiscaux, qui était mon cheval de bataille avant d'être élu quand je travaillais à Oxfam. Et donc j'ai saisi toutes les opportunités jusque-là, et là il y en avait une belle, puisque cette semaine en session plénière, on a débattu d'une résolution sur la liste européenne de paradis fiscaux. Alors cette liste, elle vaut un peu le détour parce que pour la regarder dans le détail, il y a que 12 États sur cette liste, donc c'est un peu limité. Et surtout, quand on regarde précisément, il y a par exemple Palau, il y a les îles Samoa, bon, a priori pas forcément les États qui font la une des journaux au moment des scandales d'évasion fiscale. Par contre, il y a aucun des paradis fiscaux les plus notoires. Il n'y a pas les Bermudes, il n'y a pas les Bahamas, il n'y a pas la Suisse, Hong Kong, et puis surtout, il n'y a pas le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, Chypre, Malte, les États européens, ceux qui sont au cœur des systèmes d'évasion fiscale. Et c'est vrai que quand on compare les deux listes, c'est assez flagrant. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu faire cette semaine au Parlement européen, où avec l'équipe, on avait confectionné un joli tableau avec assez simplement les pays qui facilite le plus l'évasion fiscale selon Oxfam. Apparemment, ça a un petit peu gêné en session plénière parce qu'on m'a interdit de parler avec ce tableau, comme quoi la liberté d'expression, y compris au Parlement européen, est limitée. Et c'est vrai que au final, quand on regarde cette liste européenne de paradis fiscaux, c'est un peu une carte blanche à l'évasion fiscale, faute d'avoir les véritables pays sur cette liste. Et c'est pour ça que moi je me suis battue dans cette résolution, à la fois pour rendre davantage transparent le processus, parce que il faut savoir que c'est élaboré par un des groupes les plus opaques au niveau européen, qui s'appelle le Code de conduite. Il n'y a pas de transparence des décisions, nous les parlementaires européens on peut pas y assister. Et puis j'ai aussi déposé un amendement qui a fait beaucoup débat, où je nommais spécifiquement les paradis fiscaux européens, comme le Luxembourg et l'Irlande. Faut bien appeler un chat un chat. Bon, il a été rejeté à 40 voix près, c'est pas beaucoup. Sans surprise, la République en marche et toute la droite ne l'ont pas voté. Alors on a quand même gagné quelques avancées dans cette résolution, notamment sur les critères établissant cette liste européenne de paradis fiscaux, mais on va revenir à la charge, notamment sur les pays européens. C'est mal me connaître de savoir que je vais abandonner comme ça, et puis on va continuer à se battre pour aller chercher l'argent là où il est, dans la poche des évadés fiscaux, plutôt que de nous faire payer, à nous tous, la crise. Je voulais revenir avec vous sur l'importance du moment et du mouvement MeToo Inceste que vous avez probablement vu fleurir sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, à la suite de la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui décrit et révèle comment son frère jumeau a été victime d'inceste de leur beau-père, Olivier Duhamel, ce politologue connu, que moi en plus j'avais eu comme prof à Sciences Po. Alors pour la petite parenthèse, ces cours d'institution politique étaient loin d'être les meilleurs, mais c'est pas là le sujet et le cœur du débat. La sortie de ce livre et l'onde de choc que ça a créé a permis, dans une certaine mesure, de libérer la parole sur l'inceste. On a vu fleurir notamment depuis le week-end dernier, derrière ce hashtag MeTooInceste, une série et des témoignages très forts que je vous invite à aller voir, à lire, à donner la parole à ces victimes directes. Des messages assez simples, mais qui disent peut-être tout, comme j'avais 13 ans, il en avait 43, c'était mon oncle.
Dans son lit conjugal, j'y ai laissé ma virginité, mon estime et ma paix intérieure. Des témoignages comme celui-là, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, et qui aident à prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène. Alors c'est évidemment très difficile à chiffrer, mais derrière ce tabou qui a longtemps existé en France, en réalité, on estime qu'il y a à peu près 10% des personnes en France qui ont été victimes enfants d'inceste. 10% c'est quasiment 2 élèves par classe. C'est probablement des gens dans notre entourage, des gens qu'on connaît et dont on ne sait pas. Et d'où l'importance de donner la parole à toutes ces personnes qui, pendant longtemps, se sont tues, pendant longtemps ont eu honte, parce que c'est difficile de briser ce mur du silence. Ça l'est d'autant plus qu'il y a un rapport de force, un rapport de pouvoir vis-à-vis de son bourreau, parce que c'est quelqu'un dans son entourage, c'est un père, un cousin, un oncle, un grand-père, bref, des personnes que l'on côtoie qui parfois incarnent aussi une personnalité dans la famille. Et donc la difficulté à briser ce mur du silence, elle est double. C'est à la fois remettre en cause cette relation de pouvoir, mais aussi remettre en cause l'institution familiale qui, en l'occurrence, là, opprime, domine et exploite ces jeunes filles ou ces jeunes garçons qui, souvent, portent tout le long de leur vie le poids de la conscience, aussi le poids de leur construction en tant qu'hommes et femmes plus tard dans leur vie. Alors je voudrais dire aussi aux victimes qui ont le courage de parler, bravo, vous êtes fortes et on vous croit. Il y a toutes celles et tous ceux qui les entourent, mais aussi à nous toutes et nous tous, si cela peut aider une vague de prise de conscience chez les proches qui se doutent, mais aussi de sentiments d'impunité qui s'estompent chez les bourreaux, les agresseurs d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, et on veut vous dire, on vous voit, on le sait, et on est prêt à vous dénoncer. Et j'espère que nous ne sommes qu'au début, un peu comme la vague MeToo sur les violences sexuelles faites aux femmes, qu'on est qu'au début de cette vague et que cette libération de la parole va, au-delà des victimes qui parlent, surtout va permettre à notre société d'entendre et de les écouter et de prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène. Évidemment, le problème de l'inceste n'est pas qu'un problème français. On retrouve des chiffres similaires dans les autres pays, notamment les autres pays européens. Il y a quand même une espèce de spécificité française à la protection, la tolérance, je ne sais pas quel mot on peut utiliser, voire la couverture en fait dans un certain milieu intellectuel. Parce qu'on a vu dans le cas d'Olivier Duhamel, il avait tout un réseau de pouvoir autour de lui, dont une partie de ce réseau était au courant en fait de ses agissements, n'a rien fait, n'a rien dit, et ça s'appelle le protéger en réalité. Et c'est comme si, parce qu'ils avaient du pouvoir, ils étaient au-dessus des lois et tout le monde sait mais rien ne se dit. Et franchement, cette espèce d'autoprotection dans ces petits milieux de pouvoir, dans cet entre-soi, il est à vomir, il est à gerber. Et cette société-là, c'est aussi une société qu'on dénonce, et c'est cet entre-soi qui conduit à ces abus de pouvoir. Et c'est aussi pour ça que combattre l'inceste, c'est combattre ces relations de domination, ces relations de pouvoir. Et donc c'est intéressant de regarder aussi les réactions qui ont fait suite à la publication du livre de Camille Kouchner, où on a vu un certain nombre de personnes un peu mal à l'aise. Ça a fait écho aussi à ce qui a pu se passer dans les décennies précédentes, où il y avait eu quand même des pétitions dans les années 70 qui presque revendiquaient le droit à l'inceste, ou questionnaient la notion de consentement pour un enfant. On pense évidemment à notre cher Mazenev, mais il n'y avait pas que lui. Et puis quand on regarde aussi dans les réactions médiatiques qu'il y a eu même ces dernières semaines et ces derniers jours, certains n'ont pas hésité un instant à dire « Oui, c'est vrai qu'un enfant à 12-13 ans peut être consentant ». Ça a été le cas de Finkielkraut qui interroge. On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord, on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent. C'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose. Et franchement, il faut dire non, en fait. Un enfant, quand on a 12, 13, 8 ans, 15 ans, non, on n'est pas consentant. Et non, on ne peut pas sciemment dire oui, on a envie d'avoir une relation sexuelle, qui plus est avec quelqu'un de sa famille, avec un père, avec un oncle, avec un grand-père.
Et ça, en fait, c'est même pas discutable. Et d'ailleurs, c'est protégé aussi par la loi. Et bon, Finkielkraut, en l'occurrence, a été viré de la chaîne LCI, mais le fait qu'il puisse le dire spontanément, en fait, c'est ça qui est choquant. C'est que lui, il le sort spontanément, parce que dans son monde à lui, en fait, on peut abuser d'un enfant. On a vu aussi Elisabeth Lévy qui a essayé de prendre la défense un peu de manière maladroite. Il y a eu ce dessin de Xavier Gorce qui a cru faire de l'humour sur ce type d'histoire en mêlant les questions de pédocriminalité, les questions d'homosexualité, en faisant un mélange des genres détestable. Bref, on voit que ces réactions presque spontanées illustrent quelque chose d'encore ancré dans la société où pour un certain nombre de personnes, on peut être consentant quand on est si jeune. Côté politique, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'au final, il y a eu assez peu de responsables politiques qui s'en sont saisis. Il y a eu presque un malaise dans la classe politique. On était assez peu nombreux à essayer de réagir vivement, sans doute parce que cette question, évidemment, interroge l'intime et dans une certaine mesure, l'impuissance actuelle du politique quand il découvre l'ampleur de ce phénomène. Et en même temps, je pense que notre rôle est de mesurer l'ampleur de ce mouvement, de l'accompagner, de donner la parole aux victimes, de les écouter, d'écouter aussi les réponses qu'elles veulent formuler. Évidemment, il y a un débat politique à avoir sur l'imprescriptibilité de ce type d'actes incestueux, un débat à avoir aussi sur la présomption de non-consentement, sur la formation de la justice et de la police, le rôle et le traitement de ces affaires à l'école, et tout ça sont des mesures politiques. Et c'est des questions essentielles, mais je pense qu'on doit poser ces questions avec les associations de victimes, avec les professionnels, avec ceux qui ont été directement concernés, et qu'on ne doit pas s'enfermer dans un débat sur une réforme, une mesure spécifique, qu'en réalité c'est un débat et une bataille culturelle à mener pour accompagner ce mouvement, pour libérer davantage encore la parole. Alors, en fait, le terme libérer la parole n'est pas toujours pertinent parce que ce qui compte, c'est surtout écouter. Parfois, des gens parlent, mais on ne les écoute pas. Donc, c'est donner de l'espace, en tout cas, aux victimes. Et un peu comme contre les violences faites aux femmes, l'ennemi, il est le même. Ce sont les rapports de domination qui s'expriment jusque dans les corps humains et le patriarcat qui régit les sphères intimes comme il régit en quelque sorte les sphères de pouvoir. Et c'est ce combat culturel aussi qu'il faudra mener dans les prochaines semaines et les prochains mois et accompagner ce mouvement très fort et très puissant qui, je crois, en fait un débat politique pas comme les autres. C'est la fin de ce 50e épisode de Le Bruit qui court. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à l'aimer, à vous abonner à la page YouTube si c'est pas encore fait pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Ça coûte pas grand chose et ça vous permet de vous tenir au courant. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, après notamment une semaine chargée de mobilisation sociale. Mais en attendant, je voulais vous laisser avec une chanson qui fait écho à la vague MeToo inceste dont je vous parlais. Cette chanson qui peut avoir plusieurs interprétations, mais dont une des interprétations a été le récit d'abus qu'aurait subi la chanteuse Barbara de la part de son père et qui donne une autre lecture de sa chanson. Alors Barbara n'est plus là pour nous dire le sens exact de cette chanson, mais en tout cas c'est aussi comme ça qu'elle a pu être interprétée et c'est en plus une très très belle chanson au panthéon, je pense, de la chanson française, et donc l'Aigle Noir. Surgit un aigle noir, lentement, cessa de déployer, lentement, je l'ai vu noyer, près de moi, et dans un bruissement d'aile, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser, il avait les yeux couleur rubis,